C'est un plaisir de vous retrouver pour cette émission autrement avec une thématique pas toujours facile à amener lors des repas de famille et pourtant essentielle. Quel mode de sépulture choisir pour notre dépouille mortelle? Autrement dit, que faire de notre corps après notre mort? Chez nous, il n'existe que deux formes de sépulture, l'enterrement, aussi appelé inhumation, et la crémation. Mais qu'en est-il des alternatives? Et si on compostait nos morts? Voilà la thématique du jour. Et avant de démarrer, on va faire un petit tour de table. Je vous le dis tout de suite, on a décidé de se tutoyer en coulisses. Donc c'est ce qu'on va faire en plateau. Et je vais commencer avec toi, Gazelle Guénière. Tu es réalisatrice du documentaire Compostez-moi, qui est sorti là en octobre 2024, qui est produit par Image Création. Par Image Création, et c'est ton documentaire qui m'a inspiré cette thématique d'émission. Une question rapide avant de poursuivre le tour de table. Est-ce que le travail que tu as mené t'a amené à revoir, à repenser ton choix pour après-mort? En fait, j'avais jamais même pensé à ça. Donc, c'était la première fois pour moi. Mais en fait, dès que j'ai entendu cette idée, ces deux mots, compostage humain, en fait, ça m'a frappée avec l'éclat d'une évidence. Et plus j'ai creusé le sujet, plus j'ai trouvé ça fascinant, à la fois tellement intime et tellement politique, qui nous concerne tous. Et surtout que quelque chose qui nous concerne tous soit quand même un domaine où on peut innover. On peut encore inventer plein de choses nouvelles et revoir notre façon de penser, de voir la mort, c'est la proposition qu'on va faire pour cette émission. Je passe à toi, Cléo Duponchel. Tu es entrepreneur de pompes funèbres. Croque Madame, c'est aussi l'autre nom par lequel on te connaît. Tu es membre du collectif Les Morts de la Rue, présidente de l'association Compostez-moi. Et ça, c'est un hasard, le titre du documentaire, parce que tu as aussi participé au documentaire, on le verra par la suite. Toi, c'est vraiment l'écologie et le social que tu places au cœur de ton travail. J'ai commencé cette émission en disant que c'est une question pas évidente à poser en famille ou entre amis. Est-ce que tu as un conseil à nous donner pour aborder cette problématique, cette question du choix de notre sépulture? Alors la première chose, c'est la légèreté, plomber pas l'ambiance. Donc il y a moyen de parler de la mort et de sa propre mort et de la mort des autres de manière plus légère. Aussi, c'est la transparence, pas essayer d'avoir des idées derrière la tête, juste dire aux gens, ben voilà, j'ai besoin, à un moment qu'on en parle, j'ai besoin d'être rassurée à ce niveau-là. De manière assez simple. Voilà. Et puis la spontanéité, c'est un sujet la mort, elle est quand même là tout le temps, tous les jours, et donc parfois au détour d'une conversation, d'un film qu'on a vu ou d'un reportage qu'on a vu à la télé. Ça peut être l'occasion de... C'est ça, c'est un petit hameçon, donc voilà. Que cette émission soit aussi notre hameçon. On passe à toi, Oel Dolé. Tu es conservatrice du cimetière de Saint-Gilles. Tu es, et j'ai appris le mot, taphophile. Tu es passionnée de cimetière. C'est vraiment un mot qui n'était pas dans mon lexique. Tu as également réalisé une étude sur le personnel des cimetières, les fossoyeurs, qui est un métier qui fascine autant qu'il est méconnu. J'ai vraiment un réel plaisir de t'avoir ici sur le plateau. On l'a dit, la mort, elle fait partie de notre quotidien, de ton quotidien aussi. Tu travailles dans un cimetière. Quelle relation est-ce que tu entretiens avec la mort? En apprivoisement. Et je rajouterais aussi le plaisir d'accueillir, en fait. Je pense que c'est primordial dans mon métier. C'est accueillir les familles? Accueillir les familles, mais aussi accueillir les morts. Il y a une espèce de position privilégiée de la gardienne du seuil. Et j'aime beaucoup ça. Je trouve ça très poétique. Marc Mayer, vous êtes on a dit tu. Tu es vice-président de la Société belge de la crémation. Tu as aussi un regard au niveau européen parce que tu fais aussi partie d'une association européenne. Tu es également chargé de cours honoraire à l'école de santé publique à l'ULB. Parmi ces nouveaux modes de sépulture qu'on va aborder dans cette émission, laquelle retient le plus l'attention de la société belge pour la crémation? Mais celle qui retient l'attention pour les crématistes, le feu, mais c'est vraiment l'eau, l'aquamation. Donc on est sur les différents éléments naturels. Qui est, à mon avis, une approche tout à fait nouvelle, intéressante, et qui, en principe, devrait donc laisser le choix aux gens, l'eau ou le feu.
La terre aussi, La terre. on le verra. Et éventuellement la terre. Bon, et bien maintenant que ce petit tour de table et ces présentations sont faites, je vous l'ai dit, il y a un documentaire qui m'a inspiré cette thématique d'émission. Compostez-moi, je vous propose tout de suite de découvrir la bande-annonce. On n'a que 2 modes de sépulture. C'est l'enterrement ou être brûlé. Pour le moment, le 3e mode de sépulture, c'est pas légalisé en Europe. L'humusation, c'est particulier puisque c'est, disons, composter des êtres humains. Il y a des gens qui ont donné leur corps pour la science de l'humusation, comme ils donnent leur corps pour la science médicale. Donnez-nous la possibilité de prouver que l'humusation marche. The temperature in the cocoon rises, and then it takes about 40 days for the body to be transformed into soil. My dream is that eventually we're the default instead of cremation. That's a 30-year dream, I like to say, but yeah. C'est vraiment révolutionnaire de se dire que l'humain, la dépouille humaine, doit retourner au cycle du vivant. Les gens, ils veulent continuer à être là sur Terre, à faire partie de cette belle nature. Et donc, souvent, c'est moi, je veux devenir un arbre. J'ai adoré découvrir ce documentaire. On sent tout le travail que tu as mis dedans. Tu as en partie filmé toi-même. C'est un travail énorme. Et tu es parti à la découverte de différents modes de sépulture. Alors, on en voit un qui frappe quand même très fort au tout début. C'est ce qu'on appelle l'humusation. Est-ce que tu peux expliquer ce concept et comment est-ce que tu es entré en contact avec ce mode de sépulture? Oui, j'ai d'abord, en fait... je faisais des recherches pour ma mère qui m'avait dit qu'elle souhaitait devenir un arbre si jamais elle sortait pas de l'hôpital. Elle était en pleine crise Covid. Donc j'ai d'abord en fait découvert chez les Américains que le compostage humain venait d'être légalisé dans l'État de Washington. Et c'est après que j'ai trouvé ça incroyable et que je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe près de chez moi? J'habite à Bruxelles et là j'ai découvert que depuis 2014, certains Belges militaient en fait en faveur de l'humusation, qui est une forme de compostage humain. On peut peut-être définir ce qu'est l'humusation. C'est, disons, compostage humain, si on prend le terme plus global, c'est une forme qui se ferait dehors, à même le sol, en mettant, si vous voulez, les dépouilles sur un lit, en les déposant sur un lit de matière végétale, des copeaux de bois, etc. Et donc, dans ce lit, les corps vont se décomposer. Et en quelques semaines, il ne restera plus que des os. Il ne resterait plus que des os. Il ne resterait plus que des os. Et on va utiliser le conditionnel. Parce que, donc, tu l'as dit, il y a eu un mouvement qui a milité pour ce mode de sépulture, à tel point que la région wallonne a accordé des subsides à l'UC Louvain pour réaliser des tests auxquels tu vas assister également, accompagné de Cléo. Et ces tests, en fait, ils vont se révéler pas concluants. Pas concluant pour l'instant, mais je veux dire, pour moi, je ne souhaite pas du tout mettre l'accent sur... moi, j'ai voulu mettre l'accent sur toute cette bonne volonté, sur cette profonde demande, cette envie de laisser la nature agir sur nos corps. Nous avons en nous, la nature a mis cette capacité que nous avons comme un peu une autocombustion. On n'a pas besoin d'un apport extérieur d'énergie. Et donc j'ai voulu mettre l'accent là-dessus et vraiment et sur l'envie citoyenne de faire avancer les choses, de bouger. Maintenant, on quitte ce lieu pour aller ailleurs parce qu'il y a d'autres formes qui avancent plus vite finalement parce que les gens sont rassurés par le fait d'être à l'intérieur, dans des cocons, d'avoir le plus de contrôle, disons, sur les conditions d'humidité et de température. Ouais. Ça, c'est le mais cas, pour par moi, exemple. la vision qu'on a ici en Belgique est magnifique. Et puis, et je veux la garder. Est extrêmement poétique et c'est ça qui est très très touchant en fait dans le documentaire. À plusieurs reprises, j'ai eu les larmes aux yeux parce que on mêle vraiment le vivant à la mort et ça rend en fait cette discussion très presque légère, mais
Il faut quand même rappeler que ces tests à Lucé-Louvain ont en fait conduit à une impasse actuellement. Néanmoins, il y a d'autres modes de sépulture qui sont à l'étude, notamment l'inhumation naturelle et l'humusation, comme on dit, en conditions contrôlées. Là, on parle plutôt aux États-unis. Oui, là, tu dis ouf. Oui, parce qu'on veut tout il y a mélanger. du C'est mélange. vachement, c'est très difficile. Il faut pas, pour ne pas mélanger les choses, tout simplement, on parle du même processus naturel. C'est la même chose. Oui. C'est les micro-organismes qui sont à l'intérieur de nous qui vont nous digérer alors qu'ils nous ont aidés à digérer nos aliments toute notre vie. Ouais. Cléo, tu voulais ajouter quelque chose sur Oui, ces... juste pour préciser, donc en fait, moi j'ai pas assisté aux tests de Lucé-Louvain, donc Lucé-Louvain a fait ses tests, moi j'ai assisté aux tests qui ont été menés par la suite par la coopérative Humusation, parce qu'ils l'ont dit dans le documentaire, ils n'étaient pas satisfaits des résultats, et donc ils ont voulu faire des contre-tests, en gros, et donc moi c'est à ces tests-là que j'ai assisté. Mais effectivement, le compostage humain c'est quelque chose de très vaste, il y a plusieurs façons de le faire, le principe est le même, ce sont les micro-organismes avec du broyat végétal monté en température. Voilà, ça c'est universel, mais il y a différentes façons de procéder à ce compostage. Ouais, je me tourne vers toi. Ce compostage humain, ces alternatives dont on est en train de parler en tant que conservatrice du cimetière de Saint-Gilles, quel regard est-ce que tu portes dessus? Beaucoup de curiosité. Ouais. Il faut aussi d'abord dire que le monde du cimetière est quelque chose qui paraît très immuable. C'est le monde de l'immobilisme. Je dis ça avec toute l'emphase possible. En fait, il n'en est rien. On est tous très curieux de voir comment peuvent se développer ces nouveaux modes. On a aussi beaucoup d'usagers qui régulièrement viennent nous poser la question de savoir quand ils peuvent devenir un arbre, pour prendre les mots qui ont été dits. Donc on est attentif à cette demande. Maintenant, il y a beaucoup de questions évidemment qui se posent au niveau du qui, comment, où. Parce que si on ne voit que le point de vue du compostage, il y a quand même certains éléments qui doivent y être apportés, et pour lesquels le cimetière n'a pas vraiment de solution dans l'immédiat, que ce soit au niveau du personnel, des techniques. Voilà. C'est aussi un point qu'a soulevé le comité de bioéthique lorsqu'il a été saisi de la question de l'analyse des alternatives des sépultures. Ce comité y retient 2 alternatives envisageables par la suite, à savoir l'inhumation naturelle et l'humusation en conditions contrôlées. Est-ce que je me trompe ou pas ? C'est bien ça. Marc Mayer, est-ce que quand on repense au mode actuel, à savoir la crémation, et qu'on envisage toutes ces alternatives actuellement, qu'on voit un peu marginales, en lisant l'un de tes essais, je me suis rendu compte qu'en fait la crémation, dans les années 80, c'était aussi un mode qu'on trouvait marginal. Mais il faut savoir que la crémation a été refusée jusqu'en 1963 par l'Église. Hein. Et après 1963, apparemment, l'Église a changé son point de vue, pour autant que ce ne soit pas une action qui soit menée contre l'Église. Ils ont dit, on est d'accord pour la crémation. Et puis la crémation a commencé à monter. Aujourd'hui, 60% des décès passe par une crémation, à Bruxelles en tous les cas, et dans les grandes villes. C'est le cas aussi en France, un petit peu moins en France, c'est le cas dans beaucoup de pays, etc. Mais on voit que chaque fois que la religion met le pas, c'est notamment en Grèce, la religion orthodoxe s'est opposée longtemps, ils ont réussi à pouvoir créer un crématoire, mais enfin la mise en application est difficile. Et donc, d'une certaine manière, je veux dire, mon expérience ou l'expérience des crématistes, qui sont nés de mouvements, on va dire, anti-cléricaux, c'est de dire qu'aujourd'hui, si des nouveaux modes de sépulture existent, ben, il faut pas avoir un point de vue clérical, il ne faut pas avoir d'opposition, il faut avoir une grande ouverture. Et ça me semble intéressant, et c'est une des raisons pour lesquelles, en tant que crématiste, on est assez intéressé, notamment par l'aquamation. On est évidemment plus critique sur l'humusation à cause notamment de l'étude dont on a parlé,
Mais voilà. En plus... Alors peut-être qu'on va expliquer ce qu'est l'aquamation. On va voir quelques images. Pour l'expliquer brièvement, on va placer donc le corps dans un cylindre avec un liquide. Cléo, est-ce que tu pourrais peut-être préciser la méthodologie en fait de ce mode que tu vas aller découvrir? Oui, donc en fait, effectivement, le corps est mis dans une cuve avec de l'eau, avec des additifs. Donc il y a différents, ils appellent ça hydrolyse alcaline. Donc il y a différents composés dedans. Donc c'est pas juste de l'eau. Le corps va être, je n'ai pas d'autre mot que bouilli, malheureusement. Et au bout d'un certain nombre d'heures, je ne sais plus exactement le nombre d'heures, je crois que c'est 3 à 6 heures ou quelque chose comme ça. J'avais vu 4 à 10 heures. Ah, voilà. Ouais. Ça dépend d'une méthode à l'autre. Il n'y a plus de chair sur les os. Et donc, l'eau ressemble à du café au niveau de la couleur et de la texture. Et après, il y a les ossements qui peuvent être broyés, comme en cas de crémation. Et qu'est-ce qu'on fait du liquide alors ? En fait, c'est ça la question. Donc moi, c'est une des raisons pour lesquelles je retourne aux États-Unis pour aller me renseigner, entre autres. C'est pour voir exactement en quoi ça consiste, parce qu'on entend beaucoup parler d'aquamation, mais j'ai l'impression que personne ne sait exactement comment ça marche. Et de ce que moi, j'avais eu comme info quand on était allé aux États-Unis, c'est que ça part au tout à l'égout. Donc la famille peut récupérer une partie si elle le souhaite, et le reste, ça part à l'égout. Donc moi, je trouve que ça pose un vrai problème éthique sur lequel il faut s'attarder. Parce que même si la technique fonctionne, c'est qu'est-ce qu'on fait après de ce fameux liquide. Alors ça, c'est étonnant quand on entend ça, Marc. Comment est-ce que la société belge pour la crémation s'intéresse à ce mode de sépulture, plus par exemple qu'à l'inhumation naturelle ? Mais elle s'intéresse d'abord sur l'idée, au niveau philosophique. D'offrir un pluralisme. D'offrir un pluralisme. Soit les gens choisissent évidemment la terre, l'inhumation, mais la crémation, le feu ou l'eau. Hein? C'est vraiment une question sur les éléments. C'est une question plus philosophique. Maintenant, il est clair que je suis professeur de santé publique, donc je suis assez sensibilisé aussi aux questions qui sont posées et des recherches qui doivent être menées. Alors pour le moment, il n'y a aucune recherche qui est menée en Belgique. On va essayer, dans tous les cas, de demander que les pouvoirs publics s'y intéressent. Ouais. Je voyais dans ce rapport là, du comité consultatif de bioéthique qu'il y a des infrastructures aujourd'hui qui envisagent déjà la possibilité d'installer cette structure pour l'aquamation. Donc on est quand même en train de parler d'alternatives qui pourraient devenir de plus en plus concrètes. Je parlais de l'inhumation naturelle. Est-ce que ça pourrait être une réponse à cette question que tu soulèves dans le documentaire du retour à la terre? Est-ce que là, on est dans un mode... si on met de côté l'humusation, est-ce que l'inhumation naturelle, on pourrait s'en rapprocher? Est-ce que, par exemple, le fait d'être enterré dans un linceul, est-ce que ça fait partie de l'inhumation naturelle? C'est ça. Quand on parle d'inhumation naturelle, effectivement, l'idée, c'est d'enterrer le corps à moindre profondeur, le moins profondément possible, dans un linceul ou dans des matériaux biodégradables. Moins c'est profond, mieux c'est. Je dirais, il faut qu'on revoie au niveau sanitaire pourquoi est-ce qu'on enterre les corps à 2,50 m de profondeur. Ouais, t'as une réponse. 1,50 m. Alors, traditionnellement, on dit que c'est la profondeur dans laquelle la biomasse est la plus active pour participer à la dégradation naturelle du corps. Plus l'inhumation est... moins l'inhumation est profonde, plus il y a quand même un risque aussi d'être mis au jour par la faune qui peuple les cimetières. Donc c'est un choix autant sanitaire que... C'est un choix hygiéniste. Au Royaume-Uni, ils font ça à moins de 90 cm et ça marche très bien et personne ne vient... Voilà, pas de problème. On discute avec des scientifiques, des médecins légistes, des entomologistes et ils nous disent qu'en fait là c'est trop profond, il ne se passe rien. Donc en fait c'est ça aussi, c'est que les informations se contredisent. Je trouve ça fou en fait. Comment en 2024 on n'a pas encore une réponse à ces questions-là? C'est une de nos plus grandes questions. Et on a creusé. Je veux dire, moi j'ai creusé, je ne trouve pas des chiffres. C'est très difficile de faire des études parce que là, par-ci on a un sol acide, par-ci on a des... comment est-ce qu'on fait le bilan total de l'empreinte carbone de ces méthodes-là? Mais ce que je trouve intéressant, c'est que justement le compostage,
on est sur quelque chose à la surface, donc on ne peut pas tricher, on voit les résultats, on les contrôle. Le but, c'est de faire monter la température pour tuer les pathogènes. Donc tout cela se fait à vue d'œil, on peut vérifier, on peut ouvrir la butte, on peut ouvrir le cocon et voir, ah oui, c'est bien dégradé. Est-ce qu'on peut faire des tests? Oui, on peut faire des tests. Tandis que tout ce qui se fait sous-sol, on va, pour des raisons éthiques, on ne va pas ouvrir et regarder. Hein. Ouais. Et à moi, évidemment, on a plein d'informations dues aux médecins légistes, on a des informations, mais elles ne sont pas... Je te vois tiquer, ouais. Oui, en même temps, je ne suis pas persuadée qu'il y ait beaucoup de monde qui ait envie de regarder ce qui se passe non plus. Ouais, c'est ça. Je pense que... Voilà. On se cache les yeux. C'est l'impression. Il y a quand même le statut du corps en dégradation, et c'est quelque chose qui traditionnellement se passe de manière secrète. Mais est-ce que vous êtes d'accord Est-ce qu'aujourd'hui, on dit que, donc on a vu les chiffres en région bruxelloise, c'est 60% de crémation pour le choix des sépultures. C'est bien plus, bien plus à Saint-Gilles, je dirais 85 facilement. Ah oui. Et en termes de choix de sépulture dans un linceul ou dans une housse biodégradable, est-ce que la housse biodégradable, ça n'existe pas. Hein, non, ok, ça on met de côté. C'est du greenwashing. Il y a plein d'éléments, d'objets qu'on utilise. Et en fait, au lieu de se dire est-ce que ces objets sont vraiment nécessaires, on va essayer d'inventer une solution écologique à ces objets. Mais la version la plus écologique de ces objets, c'est qu'ils n'existent pas. Et donc une housse, arrêtez avec les housses. Un linceul alors? Linceul, ça c'est très bien. Après, il faut voir la matière, évidemment. On ne va pas mettre du synthétique, mais oui, du coton, du lin. Ça reste très marginal. Il n'y a que le cimetière multiconfessionnel, à Bruxelles en tout cas, qui l'autorise. Ouais. Ah, donc si... c'est autorisé dans tous les cimetières bruxellois, mais je pense que le cimetière en effet multiconfessionnel est le seul à le pratiquer. Parce que moi, pour faire des prévoyances funéraires, j'ai déjà dû appeler des cimetières pour leur dire, est-ce que c'est possible? Ils nous disent non, alors que normalement, c'est supposé être possible. Mais bon, voilà. Oui, depuis 2019, la région Bruxelles-Capitale a autorisé ce mode de sépulture. Donc ça signifie que si en tant que laïc, on veut faire le choix du linceul, ce ne serait pas possible alors? Si. C'est possible. Ah. C'est absolument possible, puisque ça n'est pas interdit. Ouais. Mais ça pose beaucoup de questions techniques. Parce que comment est-ce qu'on descend encore en terre quand il est en linceul? On ne peut pas descendre de la même manière. Mais les musulmans y arrivent. Et donc c'est là où je me dis, il serait peut-être temps de... Ouais. J'ai tout un manuel que Rosie Inman Cook a écrit. Ça peut être magnifique quand on étend le linceul et qu'il est grand et qu'ensuite on le met simplement, le corps est au centre et il y a des techniques. You don't need to be a rocket scientist. Pas besoin d'être... On va faire un dernier petit tour de table pour conclure cette émission déjà. Si vous deviez choisir l'une des alternatives au mode de sépulture, celle sur laquelle vous vous dites, ok, ça à mon avis, on l'a dit, il y a 40 ans, la crémation a été considérée comme marginale. Quelle est selon vous l'alternative qui, dans 40-50 ans, pourra être légalisée? Je commence par toi, Cléo. Le compostage des défunts, sans le moindre doute. Et là, on parle de l'humusation? Non, on parle du compostage des défunts. Donc le compostage des défunts, il y a plusieurs techniques. L'humusation n'est qu'une des techniques, mais il en existe d'autres. Et il y en a d'autres qui sont dans très des cocons, par exemple. Dans des cocons, par exemple, oui. Marc? Moi, je pense que l'aquamation a un avenir, d'autant que l'aquamation utilise moins d'énergie encore que la crémation. La crémation, il faut chauffer. L'aquamation, moins. Donc, d'une certaine manière, ça va répondre aussi à une demande plus écologique. Ça reste donc à approuver, j'imagine. Cléo, on va suivre ton voyage à ce niveau-là de près. OL, qu'est-ce que tu dirais, toi, avec le regard que tu as de conservatrice du cimetière de Saint-Gilles? C'est vrai que là, il y a la notion de conservation. Mais moi, je compte donner mon corps à la science de toute manière. Et donc, ce qu'il en reste, pour moi, peut partir en crémation. C'est vrai qu'on ne l'avait pas encore abordé, effectivement. Gazelle, et puis, du coup pour moi, le compostage humain, effectivement, je crois vraiment que la demande est là et maintenant. Et il faut qu'on passe aux choses concrètes, voir vraiment comment, où, avec quels moyens, et que ce soit accessible à tout un chacun. Eh bien, merci à vous pour votre présence, en espérant surtout que cette émission ait suscité chez vous aussi une réflexion, peut-être même qu'elle pourra permettre d'entamer une discussion sur vos dernières volontés. Rappelons qu'il existe des petits livrets
comme celui-ci, ou bien encore la possibilité de vous rendre dans votre commune pour donner votre choix de mode de sépulture. Vous pouvez aussi donner vos préférences sur la cérémonie ou encore la manière dont les invités seront habillés. Le noir n'est pas toujours privilégié. C'est la fin de cette émission. C'était un plaisir de vous retrouver sous ce format-là et je vous dis à très vite sur BX1.